Ici, les histoires et les nouvelles sont transmises de bouche à oreille, mais elles peuvent être amplifiées au fur et à mesure qu'elles circulent. Dans chaque village où je vais, les gens disent qu'il y a des bateaux plus gros et plus rapides dans d'autres villages en amont. Je commence à avoir du mal à y croire, mais à l'arrêt suivant, en effet, j'embarque sur un bateau plus rapide. Qui l'aurait cru? Certaines rumeurs sont vraies. Ils disaient qu'il y avait des bateaux plus gros et plus rapides, avec des moteurs plus puissants, je ne les croyais pas, mais ça y est, celui-ci va m'emmener tout près de ma destination finale. Ça ressemble plus à un labyrinthe aquatique qu'à un fleuve. Je n'ai aucune idée d'où se trouve la rive. Il est possible qu'elle soit à 8 ou 16 km d'ici. Donc même sans toutes ces îles, je ne la verrai pas. Je commence à penser à la pêche. J'ai l'habitude de pêcher sur des fleuves. Mais cette zone ressemble plus à une mer intérieure. Mon problème va être de trouver un endroit où m'arrêter. Où vais-je bien pouvoir trouver des poissons dans toute cette étendue d'eau? J'arrive dans une ville située au bord du fleuve où le bateau doit s'arrêter et je vais décharger mon matériel. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'activité ici. J'espère donc que je vais pouvoir trouver une pirogue qui pourrait m'emmener au village où j'essaie d'aller. Cette grande pirogue va me permettre de parcourir les derniers kilomètres qui me séparent du village de Bonga. Ce village a un emplacement idéal, car il est au confluent du Congo et de la Sangha. D'expérience, je sais que c'est typiquement le genre d'endroit où se rassemblent les gros poissons, car ils peuvent y trouver des petits poissons. Après un long voyage de près de 500 km, me voilà de retour dans la région où j'ai vu cet énorme poisson-chat il y a de nombreuses années. C'est aussi dans cette région que j'ai attrapé la malaria, cette maladie propagée par les moustiques qui tue des millions d'Africains chaque année. Cela fait donc ressurgir tous les souvenirs de cette époque. Quand les parasites du paludisme ont envahi mon sang, j'ai eu l'impression qu'une guerre s'était déclarée à l'intérieur de mon corps. J'ai passé 2 semaines infernales, à transpirer, à avoir des hallucinations et de la fièvre. Le moindre son me donnait un mal de tête terrible. Je croyais que j'allais mourir. Je vais devoir revivre ce cauchemar en passant mes nuits à pêcher sur cette même partie du fleuve. Lorsque j'arrive au village de Bonga, il fait chaud et très lourd. Je vais passer quelques semaines dans cet endroit. Et c'est ici que mon voyage commence véritablement. Je suis reçu par le chef du village, Ingwema. Heureusement, il parle couramment français, la langue de leurs colonisateurs. Il m'explique qu'il a été choisi par les centaines de villageois pour diriger cette communauté qui survit grâce à la pêche effectuée dans ces eaux. Ingwema m'amène une bassine au fond de laquelle quelque chose bouge. En regardant de plus près, j'ai l'impression que ça ressemble à un serpent. Je ne sais pas trop quoi faire et je prends ça comme une sorte de défi. Bon. Voilà. Bon sang, ce poisson est énorme. On appelle ça mongousou ici. On dirait un poisson à tête de serpent, mais on est en Afrique. Ça y ressemble tellement. Il a une tête osseuse et un corps très musclé. De plus, ces poissons sont capables de survivre dans très peu d'eau. Ils peuvent donc s'adapter à toutes sortes de conditions avec très peu d'oxygène. Je vais le remettre dans la bassine. Il ne faut pas qu'il reste trop longtemps hors de l'eau. Il y a de nombreuses espèces de poissons ici. C'est un parfait exemple de ce qu'on appelle la convergence évolutive. C'est-à-dire qu'on retrouve des poissons dans différents endroits du monde qui ont la même technique de survie et qui se ressemblent physiquement.
de canon, il y a beaucoup de méthodes aussi. C'est à partir de 1,55 m, 60. Je suis clairement au bon endroit pour trouver des gros poissons-chats. Le plus gros qu'il ait vu mesurait 2,70 m, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, il en voit qui font plutôt 1,50 m, 1,80 m, ce qui est grand pour un poisson. Nguema m'a dit qu'il m'aiderait autant que possible. Dès demain, nous allons rencontrer d'autres pêcheurs, ce qui va me permettre de sonder le fleuve. Le chef du village m'a laissé m'installer dans un entrepôt de bois abandonné. Ces derniers habitants ont disparu durant la Deuxième Guerre du Congo. Ces 100 dernières années, alors que le reste du monde progressait, le Congo, lui, a régressé pour s'enterrer dans une période obscure. Quand l'histoire d'un pays est si brutale, il faut s'attendre à ce que la violence engendre la violence. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les habitants de la région doivent être très hostiles envers les étrangers. Mon arrivée hier soir a surpris beaucoup de villageois. Mais ce qui les inquiète ce matin, c'est l'absence du frère du chef du village. Il n'est pas rentré hier soir après la pêche. Deux techniques de pêche sont employées ici. La pêche au filet dérivant et la pêche à la palandre, qui consiste à mettre de nombreux hameçons sur une ligne. Les deux méthodes sont dangereuses. Le chef m'emmène rencontrer des pêcheurs pour en savoir un peu plus. Non seulement c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses sur les poissons, mais cela nous permet aussi d'entendre des histoires qui ne sortiraient pas de ces villages. Nous allons dans un petit village de pêcheurs pour rencontrer Nkoy, qui est spécialiste des gros poissons-chats. C'est Papa Jérémy. C'est un spécialiste. Le genre de la pêche qu'on pratique pour avoir le poisson kamba, soit le poisson libata. Il nous explique que la pêche se fait en 3 étapes. On commence par accrocher un ver de terre sur un petit hameçon. Puis on attache tout ça à un poids qui va descendre pratiquement au fond de la rivière. Ensuite, on prend un morceau d'une vieille sandale ou d'une vieille tongue et on lance le tout dans la rivière. Ça attire des petits poissons appelés MBC qui font à peu près cette taille-là et qui sont utilisés comme appât. Une fois qu'on en a attrapé quelques-uns, on les accroche vivants et voilà. Ah, ok. Il a attaché la ligne ici, en la faisant passer par là. Puis il a rajouté un gros hameçon simple qu'il a planté dans la peau, laissant la pointe bien dégagée. C'est donc un moyen très propre et très efficace de mettre un appât. Dans le premier village de pêcheurs où on s'arrête, je fais la connaissance de Ngomba, qui me raconte comment son ami a été tiré de son bateau et noyé. Il me raconte qu'un des pêcheurs du coin est parti un matin pour vérifier ses lignes, mais il n'est jamais revenu. Le cadavre de la personne était peu... 2 jours plus tard, quelqu'un a retrouvé son corps. Un de ses hameçons avait transpercé sa chemise et s'était planté dans son bras. Vu comment étaient disposés le corps et la ligne, ils ont déduit qu'il devait être en train de tirer la ligne quand l'hameçon s'est retrouvé accroché à lui, pour on ne sait quelle raison. Puis il a été projeté par-dessus bord. Sur la même ligne, accroché à un autre hameçon, se trouvait un gros poisson-chat. Il a indiqué que le poisson faisait cette taille-là. Mais ici, quand il dit ça, il ne parle pas de la longueur du poisson, mais de la largeur de la tête. Le poisson devait donc peser plus de 50 kilos.
Je me demande ce que pense le chef du village de ma mission de pêcher un poisson-chat géant. Surtout après cet accident et la disparition de son frère. Nous rentrons au village et rejoignons les autres pêcheurs qui partent installer leurs hameçons pour la nuit. Nguema m'emmène avec lui. Son aide pourrait aider à faire pencher la balance vers la réussite ces prochaines semaines. On a près de 100 hameçons. Certains sont garnis de savon, d'autres de morceaux d'escargot. C'est très instable. Il est vrai que je suis plus lourd que les pêcheurs de la région, mais ce bateau est assez bancal. Il ne m'a pas l'air très stable. L'idée de tirer un gros poisson d'un bateau comme celui-ci est pour le moins intéressante. On met aux profondeurs d'eau. Il a mis le premier poids, qui est descendu à environ 1,80 m de profondeur. On va maintenant installer les lignes au milieu de la rivière, en disposant les hameçons à intervalles réguliers. Enfin, on mettra un poids pour que tout reste en place. La ligne commence à se tendre. Les hameçons filent au fur et à mesure qu'on avance vers le milieu de la rivière. Le fait d'essayer cette technique de pêche me permet de me rendre compte de la véracité de l'histoire du pêcheur qui a été pris dans un hameçon en essayant de tirer un poisson. La pirogue est très instable. Nos pieds sont juste à côté des boucles de fil et il y a des dizaines d'hameçons dans le bateau. Il suffit de glisser, de baisser sa garde pendant un instant pour passer par-dessus bord et perdre la vie. Ici, tout ne tient qu'à un fil. Ok, je vous donne ça. Le chef veut retourner au village pour voir s'il y a des nouvelles de son frère.